Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end. Pour ce début d'émission, nous nous sommes rendus au ministère de la Culture. La ministre Rachida Dati a présenté les archives du général de Gaulle qui ont été préemptées par l'État, alors que la maison de vente Arcurial a dispersé écrits et souvenirs personnels du général en décembre dernier. Puis, notre interview du week-end, nous recevons Christophe Yoko, fondateur de la galerie éponyme. Le galeriste, spécialisé plutôt dans les antiquités asiatiques, s'intéresse désormais à la céramique japonaise contemporaine. Plus de détails tout de suite dans Art et Marché, édition Week-end. Sur les 372 lots proposés à la vente des souvenirs du général de Gaulle en décembre dernier, 140 ont fait l'objet d'une préemption par l'État. Ce sont 1,5 million d'euros qui ont été mobilisés en appui des préemptions de la Bibliothèque nationale de France et des Archives nationales grâce au soutien de plusieurs mécènes. Ce sont donc 140 lots qui ont ainsi pu être préemptés par l'État, dont 96 pour les Archives nationales de la Bibliothèque nationale de France, à un montant de 1,5 million d'euros. Et nous avons le plaisir de pouvoir admirer certaines de ces pièces ce matin. Il était impératif pour la Bibliothèque nationale de France de pouvoir acquérir ces lots. Nous en avons acquis beaucoup, une trentaine, des lots extrêmement importants grâce à la mobilisation du ministère de la Culture et des mécènes. Pourquoi ? D'abord, un impératif historique et mémoriel. Il s'agit quand même du général de Gaulle. Ensuite, réellement un impératif patrimonial. Pourquoi ? Parce que depuis les années 1950, le général de Gaulle avait lui-même décidé d'une partition, d'une sorte de Yalta de ces documents, expliquant que tout ce qui relevait de son écriture littéraire, de son écriture de jeunesse, de ses années de formation, devait aller à la Bibliothèque nationale de France, alors que tout ce qui avait un rapport direct avec l'exercice formel du pouvoir politique allait aux Archives nationales, dont nous avions des documents à compléter. La Bibliothèque nationale de France, c'est un lieu de recherche. C'est un lieu qui doit encourager la recherche, qui doit permettre et stimuler la recherche. Or, grâce à l'acquisition d'un certain nombre de documents, dont des inédits de l'entre-deux-guerres, des textes qui étaient jusqu'alors, par définition, pas connus ou peu connus, nous allons pouvoir susciter une recherche nouvelle sur le général de Gaulle, sur les années, sur le contexte politique de l'installation, par exemple, du général de Gaulle à Londres, ou sur sa pensée stratégique durant l'entre-deux-guerres. Pour la Bibliothèque nationale de France, nous étions 3 présents et je pense que cette vente restera longtemps dans nos mémoires. Une vente hors norme, déjà par sa durée, qui a duré jusqu'à 9h30 du soir, par le nombre de lots qui étaient dispersés, par l'intérêt du public. Il y avait une foule très importante de collectionneurs, d'hommes politiques aussi, énormément d'institutions publiques présentes pour éviter que tous ces documents ne soient dispersés et pour permettre surtout de les mettre à la disposition des chercheurs. Les institutions publiques exercent le droit de préemption, c'est-à-dire qu'elles ne participent pas aux enchères et une fois que l'adjudication a eu lieu, elles peuvent intervenir en disant que c'est sous réserve du droit de préemption de l'État au bénéfice de telle ou telle institution. Donc nous avions prévu de préempter un certain nombre de lots et nous avons pu tous les acquérir puisque grâce à tous ces généreux mécènes, nous avions un budget assez confortable qui a permis ces acquisitions. C'était notre reportage au ministère de la Culture. Tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Et nous sommes désormais en présence de Christophe Yoko, qui est fondateur de la galerie Christophe Yoko, pour échanger autour des céramiques contemporaines japonaises, nouvelle spécialisation de la galerie. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, voilà, vous êtes plutôt spécialisé tout d'abord sur les antiquités asiatiques. Depuis quand et comment est-ce que vous avez opté pour ce shift vers les céramiques contemporaines japonaises? Bon, alors je dirais il y a 2 raisons. D'abord, vous avez dit on est spécialisé dans les antiquités asiatiques, mais je dirais en fait dans la sculpture asiatique. Moi, ce que j'aime, ce que l'on aime, c'est la sculpture avant tout. Bon, donc on présente maintenant, ça fait près de 20 ans d'ailleurs, de la sculpture indienne, de la sculpture du sud-est asiatique,
je pense au Bouddha thaïlandais, ainsi de suite. Donc on est vraiment dans la sculpture. Et ces céramiques japonaises, j'ai deux raisons. Ça faisait d'abord longtemps que j'avais envie de faire quelque chose autour du Japon. Parce que j'ai vécu, il y a de nombreuses années, je reconnais, mais j'ai vécu quand même près de 3 ans à Tokyo, où j'ai travaillé. Et donc, bien évidemment, étant à l'époque collectionneur, avec l'âme du collectionneur, je me suis intéressé à la culture japonaise, aux objets japonais. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose autour du Japon. Alors que ce soit de la sculpture ancienne, comme des Bouddhas, ce qui m'arrive d'en avoir de temps en temps. Et puis, j'ai découvert, en fait, il y a quelques années, ces céramiques japonaises. Mais en fait, ces céramiques japonaises, dans ce que je présente, ce sont de véritables sculptures. Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'on entend par justement cette céramique japonaise? Comment est-ce que vous les caractérisez? Comment vous les décririez? Oui. Alors, je dirais que le Japon est connu pour ses céramiques depuis plus de 1000 ans. Ça fait partie de la tradition au Japon, comme d'ailleurs dans d'autres pays asiatiques ou européens. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais en fait, il y a une rupture un peu au milieu du XXe siècle, où il y a eu un mouvement qui s'est créé, où des céramistes ont décidé en fait d'innover. Surtout que le Japon est quand même un pays qui est de très forte tradition. Oui, l'héritage est très fort. Donc l'objectif en fait, ou disons la démarche de ces artistes, ça a été de rester fidèle à la tradition d'une certaine manière, au moins au niveau des techniques, mais également d'apporter énormément de modernité dans leur approche. Donc c'est une sorte de fusion, de réconciliation, si on peut dire, entre la tradition et puis le besoin également de modernité, de contemporain à travers ces céramiques. Et donc ça se reflète, c'est pour ça que je reviens aux sculptures, comme je vous le disais, parce que moi je ne propose pas des assiettes, des vases, je ne sais quoi et tout, qui sont très intéressants. Moi j'aime beaucoup ce qui est fait au Japon au 19e siècle ou avant, mais là on a vraiment des œuvres complètement sculpturales qui sortent complètement de ce qui avait été fait au Japon en matière de céramique dans le passé. Oui, parce que la modernité se trouve plus dans la forme que dans la technique. Oui, plus dans la forme. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on a cette réconciliation entre tradition et modernité. Alors c'est vrai qu'après, je pense à un artiste en particulier avec qui on travaille, Toru Kurokawa, qui lui va essayer des techniques aussi de glaçure et autres, de faire évoluer en fait. Mais il ne faut pas oublier que ces artistes ont tous été formés dans les grandes universités de Kyoto. Ils ont appris la céramique ou auprès de maîtres potiers également. Donc ils ont d'abord appris la technique elle-même qui avait été pratiquée pendant des siècles et des siècles au Japon. Et après, ils s'en sont affranchis d'une certaine manière, maîtrisant la technique, ils s'en sont affranchis au niveau des goûts, au niveau des formes et au niveau des techniques de réalisation. Est-ce qu'il y a une école ou un mouvement qui fédère tous ces artistes, ou c'est des artistes qui sont tous assez autonomes dans leur pratique? Non, il y a eu clairement en effet un mouvement, mais le mouvement qui était plus de réaction par rapport aux formes traditionnelles. Et après, chacun a trouvé son style, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce que l'on présente, dans ce que l'on découvre en fait tous les jours, c'est qu'on va trouver des formes complètement différentes. Certaines vont être purement empreintes de la nature, par exemple de l'environnement, ça c'est très important pour nombre d'artistes japonais. D'autres, je pense à un autre artiste, il est fasciné par les mathématiques, par les algorithmes, et donc il crée ses œuvres influencées justement par des formules qu'il doit développer et qui amènent des formes complètement nouvelle, complètement étonnante. Et vous, comment est-ce que vous avez découvert ça parce que vous étiez animé par votre passion personnelle, ou aussi parce que vous avez vu qu'il y avait un réel écho de ces céramiques à l'international? Oui, je dirais... non, la première démarche, ça a été un peu une découverte, je ne veux pas dire par hasard, mais regardant ce qui touchait au Japon. Et ça fait partie du bonheur de notre métier, c'est la découverte. Et puis après, c'est d'expérimenter. Donc j'ai commencé à voir des céramiques, ça m'a plu. Et donc justement, ça me ramenait vers le Japon avec des choses que j'aimais. Et j'ai commencé à en montrer. Et puis je dirais, ça n'a pas été une bonne surprise, mais j'ai eu beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt? C'est vrai que les métiers d'art, la céramique, c'est vraiment quelque chose de croissant dans ce marché. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt pour la céramique contemporaine japonaise en particulier? Oui. Alors, il y a eu un véritable intérêt, il y a toujours un véritable intérêt qui était aux États-Unis. Ça a d'abord été très connu aux États-Unis, et je pense que la raison, c'est... il y a toujours un peu une proximité entre les Japonais et les Américains ou les États-Unis, mais surtout sous l'influence de plusieurs galeristes importantes. Je pense à Joan Mervis à New York, ainsi de suite, qui ont fait connaître ces céramiques japonaises. Et
par voie de conséquence, il y a eu des expositions qui ont été faites, en particulier dans les musées. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les céramistes japonais que je propose sont pour la plupart des artistes reconnus, présents dans les grands musées américains. Tandis qu'en Europe, c'est un peu nouveau. Je dirais. On commence, il y en a au Vianney, il y en a au musée Guimet, mais c'est quand même assez récent comme développement. Mais vous, votre galerie, vous vous adressez principalement aux Américains ou quand même vous restez avec des clients européens et vous faites ce travail de promotion? Non, le travail justement, comme vous dites, de promotion et tout, c'est de le faire connaître en Europe, ce qui est logique, puisque aux États-Unis, cela n'empêche d'avoir des clients également aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on se focalise en Europe et j'ai eu beaucoup de plaisir. On sort de la BRAFA, là, qui a été un succès, oui, qui a bien marché un peu pour tout le monde et tout. Et la BRAFA, on a vraiment mis l'accent cette année, en plus des sculptures anciennes qui ont eu leur intérêt, mais également on a présenté quand même plusieurs artistes, les artistes que l'on aime. Bon. Et on a eu un intérêt, je veux dire, incroyable sur ces artistes. Donc ces collectionneurs qui viennent à la BRAFA pour aussi des antiquités, ils ont été aussi séduits par l'aspect contemporain de ce que vous présentez. Oui, et en fait, je dirais, on a fait un certain nombre de ventes, on a rencontré beaucoup de nouveaux clients qui ne s'intéressaient pas vraiment à l'art asiatique ancien, mais qui ont vraiment apprécié, qui ont bien ressenti, en fait, parce que c'est de l'émotion, c'est des œuvres que l'on présentait. Surtout que, de nouveau, c'était des œuvres très sculpturales, et donc il fallait un peu imaginer, il fallait retenir, en fait, l'ambiance que cela représentait, les conditions dans lesquelles ça a été fait, et on a eu un intérêt tout à fait certain, confirmé par des ventes. Parce que... Oui, et c'est une nouvelle typologie de collectionneurs à qui vous vous adressez ou vous arrivez à faire des croisements? Pour l'essentiel, c'est vrai que c'est une nouvelle typologie de collectionneurs. Bon, on a également des collectionneurs, oui, j'ai eu quelques collectionneurs qui sont dans l'art ancien, qui se disent, tiens, c'est intéressant de mélanger les deux, comme nous on le fait en fait. Parce que finalement, c'est la démarche que j'ai suivie. Je ne suis pas passé au contemporain en disant, parce que le contemporain, c'est important d'être dans le contemporain. C'est purement une question de goût et de sensibilité vers le Japon. Oui, c'est pas un besoin aussi pour une galerie, peut-être de se renouveler aussi, de proposer un nouveau regard sur des nouveaux objets. Ça peut être aussi cet axe-là. Je dirais, il faut toujours pour une galerie évoluer. D'abord parce que une galerie, c'est avant tout une passion. C'est avant tout des émotions que l'on partage avec des collectionneurs. Donc à partir du moment où on ressent, c'est pas le hasard. Comme je l'expliquais, je me suis tourné vers les céramiques contemporaines japonaises. C'est pas dire, oui, ça se développe aux États-Unis et ainsi de suite, pourquoi pas le développer en Europe. C'est pas cette démarche. Et je pense pas que c'est une bonne démarche dans nos métiers. Oui. C'est une démarche de passion, de sensibilité, et en particulier influencée par mes quelques années au Japon. Et en termes de prix, est-ce que des nouveaux collectionneurs peuvent se tourner vers ces œuvres-là, ou ça reste des prix quand même assez élevés? Alors après, ça dépend ce qu'on appelle des prix élevés, bien évidemment. On reste dans des niveaux de prix qui vont de quelques milliers d'euros à peut-être 15 000 euros. Vous voyez, on est à peu près dans cette zone de prix. Qui est un prix, bien évidemment, si on parle de céramique, mais c'est quand même un travail qui est très sophistiqué de la part de ces artistes. Et de nouveau, des artistes qui sont déjà présents dans des grands musées américains, par exemple. Bien, merci beaucoup Christophe Yoko. Je rappelle que vous êtes fondateur de la galerie éponyme et c'était Art et Marché édition Week-end.